Salam alaikum et bienvenue dans ce deuxième cours de physique du solide. Toujours dans le cadre des rappels essentiels, nous allons aborder quelques paragraphes qui sont très importants à maîtriser et à connaître pour n'importe quel étudiant qui fait de la physique, la physique des matériaux ou dans le cadre général des sciences des matériaux. Donc, dans ce troisième paragraphe, nous allons parler des réseaux. Et donc, ce qu'on va, on va développer, c'est que le fait que du moment qu'il y a diffraction des rayons X, c'est qu'il y a une certaine périodicité, un ordre qui se répète dans l'arrangement des atomes. Et donc, cette périodicité, elle est fortement importante à décrire et à explorer, et elle est profondément liée aux liaisons atomiques, puisque qu'on a déjà vu dans le premier cours, puisque certaines liaisons favorisent tel ou tel type de réseau. Donc nous allons passer en revue les différents types de réseaux qui sont répertoriés dans les sciences des matériaux. Donc on peut les classer dans 7 grands systèmes qui donnent ces systèmes qui peuvent être développés en 14 réseaux connus sous le nom de réseau de Bravais. Donc le premier système, c'est le réseau cubique, et dans le réseau cubique, il y a trois réseaux. Donc le système cubique admet trois réseaux cubiques. Donc nous avons par exemple le cubique simple, le cubique centré et le cubique face centré. Le réseau hexagonal qui compte un seul réseau, le réseau tétragonal ou quadratique, ça dépend certains comment on l'appelle, où il y a 2 réseaux, le réseau orthorhombique qui dénombre 4 réseaux, le réseau trigonal ou rhomboédrique qui compte un seul réseau, et les 2 réseaux derniers, c'est des systèmes très primitifs, c'est le réseau triclinique qui compte un seul réseau, et le moins symétrique, c'est le réseau monoclinique qui peut déboucher en 2 réseaux. Donc je les ai grosso modo classés ici par degré de symétrie. Plus on descend de A vers G, plus la symétrie décroît. C'est des réseaux qui sont on perd beaucoup de symétrie si on passe du réseau cubique vers le réseau monoclinique. Alors, passons en revue un peu ces réseaux. Je prends le réseau par exemple cubique. Alors, vous savez tout ça, c'est juste des notions de rappel. Alors le réseau cubique, c'est un système où les arêtes des atomes sont tous identiques et l'angle que fait les arêtes entre les nœuds du réseau sont tous égaux et valent 90 degrés. C'est le plus haut degré de symétrie qui puisse exister. Alors par exemple, j'ai ici un exemple de réseau cubique. C'est le cubique centré qui représente la maille élémentaire, par exemple, du fer, où vous avez un carré. Donc, vous avez dans tous les sens la même distance entre les atomes. Et au centre du carré, vous avez un atome. Alors, le cubique simple, il faut supprimer cet atome, donc c'est un cubique. Et le cubique face centré, donc il faut à chaque face mettre au centre de la face, pas au centre du cube, un atome. Donc ici 1, rajouter 1 ici, rajouter 1 ici, et rajouter 1 ici et 1. Donc il faut rajouter 1, 2, 3, 4, 5, 6 atomes dans chaque face du cube et supprimer l'atome central. Donc ça, à titre d'exemple,
Il y a le réseau rhomboédrique où si on garde la même distance des arêtes A, B, C, il faut compter et on garde les mêmes angles alpha, bêta entre les axes du réseau. Seulement, ce qui diffère, c'est que par rapport au cubique, c'est que on perd l'orthogonalité. Ce n'est pas 90 degrés, mais un angle différent de 90 degrés. Le réseau hexagonal A égale à B, mais la hauteur de l'hexagone, elle est différente. L'angle alpha égale à bêta égale à 90, mais l'angle gamma différent de 90, il vaut 120 degrés dans le réseau hexagonal. C'est un réseau qui est très symétrique et qui a beaucoup de symétrie. Le plus symétrique, c'est le réseau cubique, mais qui a beaucoup de symétrie et qu'on va peut-être aborder plus loin. Il y a le réseau quadratique. Dans le réseau quadratique, tu as A égale à B, mais qui est différent de C. Et les angles entre les axes principaux, l'axe A1, A2, A3, qui valent 90 degrés. Ce réseau admet ce système quadratique admet un deuxième réseau qui est le réseau quadratique centré. Généralement, on peut retrouver ça dans certains systèmes qu'on appelle les systèmes qui peuvent donner des symétries, mais pas la même distance, c'est-à-dire qu'elle est excentrique, par rapport au carré. Donc c'est un carré, mais qui est un peu allongé. Puis vient le système orthorhombique où on garde toujours les angles à 90 degrés, mais les distances, on avait juste le C qui était allongé, on peut même allonger le B. Et là, on peut en avoir l'orthorhombique simple, l'orthorhombique centré et l'orthorhombique qui a un atome dans la base haute et base basse, ou l'orthorhombique face centrée. Puis, il y a les deux réseaux les plus, je dirais, les moins symétriques, c'est les réseaux monocliniques. Dans le réseau monoclinique, A différent de B différent de C, donc la longueur des axes principaux est différente. Et on a alpha égale à gamma égale 90 uniquement différent de bêta. Et le réseau le moins symétrique, le réseau triclinique, où nous avons A différent de B différent de C, alpha différent de bêta différent de gamma différent de 90. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a de particulier sur ce réseau? C'est juste qu'il y a une forme qui se répète. Et donc cette forme, elle est quelconque, ni A ni égal à B ni égal à C, ni il y a un angle particulier, ni alpha est égal à bêta ni égal à gamma. C'est des valeurs quelconques, mais qui se répètent. Généralement, ces réseaux sont très répandus dans les matériaux de type polymère, où il y a de grandes molécules et qui est très difficile de les arranger suivant des réseaux plus symétriques. Donc voilà, nous avons les 14 réseaux de Bravais répartis dans les systèmes. Donc nous allons juste voir ici l'exemple tel cubique, une disposition des atomes sous forme cubique. D'accord? Réseau simple. Et le cubique centré, comme nous l'avons déjà vu. Alors, attention, on a des problèmes. Les atomes s'enfuient. Voilà. Un cubique centré. Maintenant, face centrée, il faudrait faire enlever l'atome central et remplacer au milieu de chaque face avec un atome ici. OK.
Et comme on a dit, comme ce réseau se répète, l'appartenance de cet atome est 1 en moitié. Ce qui va nous donner une structure comme ça. Donc j'ai mis des arêtes juste dans la réalité, ils sont invisibles. C'est l'énergie de cohésion qui assure cette distance. Donc dans la réalité, il n'y a pas ces tiges-là, c'est juste l'énergie qu'on a vue d'interaction qui assure que cette distance reste maintenue. Ici, nous voyons le réseau hexagonal. Dans le réseau hexagonal, vous avez les atomes sur un hexagone et l'hexagone, ce qu'on appelle compact. Au milieu de chaque, il faut diviser par 3. Voilà, vu du dessus. Au milieu de chaque un triangle sur 2 et à moitié hauteur se trouve un atome, ce qu'on appelle l'hexagonal compact. Alors un exemple que nous avons déjà vu d'arrangement des atomes, c'est cette image de microscope à transmission électronique où on voit la périodicité sous forme carrée et vous avez ici un point moins clair, si je puis dire. Donc il s'apparente beaucoup plus à un cubique centré. Ici nous avons une autre structure aussi qu'on a déjà vue dans le cours précédent. C'est une forme hexagonale qui se répète. Alors parlons un peu de vecteurs de base. Alors, nous avons besoin d'un repère pour se localiser, pour pouvoir situer les points, les nœuds. Et donc, il nous faut un repère. Et dans ce cas-là, on adopte des vecteurs de base. Dans un réseau donné, on prend des vecteurs de base comme étant collinéaire avec les axes du réseau, c'est-à-dire le choix yimchi ma les atomes, l'arrangement des atomes, et qu'on va dire, on va pas les appeler atomes, on va dire nœuds, parce que le nœud peut avoir 2, 3 atomes ou une molécule complète, peut avoir une molécule complète, et suivant une certaine périodicité cubique. Toute cette molécule fait à 3 ou 4 atomes qui se répète suivant un motif cubique. Donc là, pour les réseaux, on va prendre un nœud du réseau, c'est-à-dire le point qui se répète. Il peut être un atome ou une molécule ou un groupe d'atomes, par exemple 2 atomes, situés suivant une certaine disposition, mais qui se répètent suivant une certaine façon. Chaque groupe, on va l'appeler nœud, c'est le nœud du réseau. Alors, les axes principaux sont orientés de sorte qu'on va être aligné par rapport au nœud du réseau. Et comme on est en 3 dimensions, donc il y a un axe suivant une direction, un deuxième axe dans une direction, je ne vais pas dire opposée, mais une direction c'est pas perpendiculaire, mais une direction opposée. Et on définit une 3e direction. Dans le système cubique, certes, ils sont perpendiculaires les uns aux autres, mais dans un système quelconque, par exemple triclinique ou autre, il n'est pas nécessaire d'avoir un angle de 90 degrés. Donc on va suivre les angles alpha-bêta de chaque réseau entre les axes que je rappelle, c'est des vecteurs qui vont être collinéaires avec une rangée de nœuds du réseau. Alors prenons cet exemple en 2D. En 2D, je prends chaque point, c'est un nœud du réseau. Je rappelle qu'un nœud du réseau peut être un ensemble d'atomes ou un atome simple. Dans le cas de matériaux élémentaires comme le fer, comme le carbone, chaque nœud c'est un atome. Mais cela n'est pas aussi spécifique que pour les matériaux purs. On peut avoir des molécules, des matériaux composites qui ont un motif, un ensemble de 3 atomes. Et ce motif-là qui se répète suivant une certaine périodicité. Donc chaque point ici
peut représenter un atome, comme il peut représenter une molécule ou un ensemble de 3 atomes qui sont arrangés les uns à côté des autres. Donc dans ce réseau, on prend l'exemple en 2D, nous avons 2D, donc sur un plan, donc nous avons 2 axes. Alors chaque axe, le vecteur unitaire, c'est le vecteur qui va joindre entre 2 nœuds. Donc vous avez A1 et A2 et l'angle qui va les séparer, phi. Dans ce cas-là, c'est un réseau carré, c'est simple. Donc A1 au module est égal à A2 et l'angle phi est égal à 90 degrés. Dans certains cas, on peut distinguer entre une maille du réseau qui a été définie précédemment dans le tableau des 14 réseaux de Bravais ou une maille élémentaire. Alors, quel est le différence entre une maille et une maille élémentaire? Alors, une maille élémentaire, c'est le plus petit élément géométrique qui se répète. Parfois, c'est le même motif. La maille du réseau de Bravais, c'est la même maille élémentaire, comme dans le cas du cubique simple. Mais parfois, la maille qui est définie dans le réseau, de Bravais peut contenir plusieurs mailles élémentaires. C'est quoi une maille élémentaire? C'est la forme géométrique qui peut contenir qu'un seul. C'est la forme géométrique qui peut contenir qu'un seul nœud. Comment on peut définir ça? Nous un exemple simple. Soit la figure en 2D. Donc, en 2D, on peut l'imaginer en 3D, c'est-à-dire dans l'espace. Donc, nous avons l'exemple dans le plan. Alors, si j'ai ici, je peux décrire mon réseau comme un rectangle ou un carré centré. Donc, le réseau, c'est réseau carré centré. Et les vecteurs de bas seront A'1, A'2 et phi', l'angle qui vaut 90 degrés. Alors, si j'observe bien cette structure et j'essaie de voir combien cette maille, qui n'est pas élémentaire, qui est une maille qui se répète, c'est vrai, vous pouvez voir que ce motif peut se répéter par translation à droite ou en bas, mais si je vais voir l'appartenance de chaque nœud. Alors, le nœud central, donc avec 1, qui appartient à la maille élémentaire. Vous avez ce nœud qui a un quart d'appartenance, donc le quart تاعو appartient هنا, le quart هنا, ou le quart هنا, ou le quart هنا. Donc, نعطولو un quart. يعني الحصة تاعو في هذا la maille, un quart. هذا كيف هذا le nœud, il a une appartenance égale à un quart. Donc, un quart y appartient هنا, un quart y appartient هنا, un quart هنا, un quart هنا. Donc, un quart, un quart, un quart. Si je fais la somme, j'aurai 1 plus le 1 ici. Donc, cette maille élémentaire contient 2 nœuds. Pardon, ce n'est pas la maille élémentaire. Cette maille contient 2 nœuds. Et donc, elle n'est pas élémentaire. باش نقولوا élémentaire, il faut qu'elle contient qu'un seul nœud. Par exemple, la maille qui est à côté, c'est le même réseau, c'est la même disposition des atomes, mais je peux trouver un motif géométrique, qui est le motif, qui aussi se répète. Tu fais translation, il peut avancer ici, ici, ici. Mais en même temps, si je vais étudier l'appartenance des nœuds, c'est-à-dire il contient combien de nœuds pour chaque maille, je me rends compte que ce nœud a un quart d'appartenance, parce qu'il y a 4, il est commun ben 4 mailles. Donc, il y a un quart, il y a un quart, il y a un quart, un quart, 4 fois un quart, ça fait 1. Donc, cette maille, elle ne contient qu'un seul nœud. C'est-à-dire, elle peut contenir qu'un seul nœud. Ismuha, la maille élémentaire. Donc, la définition de la maille élémentaire, c'est une maille qui ne contient qu'un seul nœud du réseau. Et dans les réseaux Bravais, certaines mailles sont élémentaires, certaines ne sont pas élémentaires, comme je viens de dire. Donc, ceux
qui contiennent plus d'un atome d'appartenance. Par exemple, l'exemple de les cubiques face centrée. En plus, tu as les sommets qui disent, sachant bien que le sommet, puisqu'on est en 3D, a une appartenance de 1/8. Parce que dans le plan, عندك 4 متجاورين بصح في l'espace عندك 4 من الفوق و4 من التحت. Donc chaque sommet de cube a une appartenance de 1/8. Ils sont 8 les sommets, ça fait 8 fois 1/8, ça fait 1. Maintenant, si c'est du cubique centré, zidou plus 1 t'as centre, puisque le centre n'appartient que à la maille. Donc il y a 2 nœuds par atome. 2 nœuds par maille, et donc c'est pas une maille élémentaire. Si c'est du cubique face centré, نحو l'atome تاع le centre, donc ما نحسبوش les sommets 8 fois 1/8 qui نحسبنا في الدébut, mais il faut comptabiliser تاع اللي جا في الصندره تاع les surfaces نتاع les arêtes. Alors chaque atome اللي appartient, chaque nœud pardon, لازم نكونوا précis في الهضره, chaque nœud qui appartient à une face نتاع le cube عنده une demi appartenance la maille CFC à droite et une demi اللي à gauche. Donc chacun d'eux نحسبوا بان demi. حنا شحال عندنا 6 4 تاع les faces de côté plus واحد من الفوق plus واحد من التحت 6 وكل واحد مشترك ما بين 2 parce que la face تقسم ما بين 2 كوب واحد من الفوق واحد من التحت par exemple. Donc si pardon 6 fois 1/2, ça fait 3, plus le 1, tu as 8 fois 1/8, tu as les sommets, ça fait 4. Ça fait la maille, le CFC contient 4 nœuds, et donc un effet élémentaire. Et il existe à l'intérieur une autre configuration, une autre géométrie qui définit la maille élémentaire بحيث يكون l'appartenance de chaque nœud فيها égale à 1. Donc elle contient qu'un seul nœud de la maille élémentaire. Maintenant, il y a un problème. Donc il y a un problème, c'est que cette maille élémentaire, elle ne fait pas ressortir les symétries. Donc on aura besoin, mais à côté, il faut garder les mailles des réseaux de Bravais parce que les mailles des réseaux de Bravais qui تحكم le cubique, par exemple face centrée, tu peux très bien imaginer les plans اللي يقسموه تاع التناظر تاعو à droite à gauche. Par contre, لو كان نرجعوا la photo précédente, on va remarquer, on va revenir هنايا que la géométrie, elle ne fait pas ressortir très bien qu'il y a ici un plan de symétrie. Et donc la maille élémentaire, les applications c'est pas ici, mais quand on veut étudier la symétrie, on va vers les mailles les réseaux de Bravais parce que il y a un plan de symétrie de l'axe, un plan de symétrie de l'axe, ainsi de suite. Donc les cristallographes, les gens qui travaillent dans ce domaine, utilisent les deux notions, les réseaux de Bravais, les 14 d'un côté, et parfois on aura besoin de la maille élémentaire, donc on va parler de la maille élémentaire. Donc même si le réseau est un réseau rectangulaire centré, les vecteurs de base A' et 1 et A'2, c'est-à-dire ils peuvent être définis comme des réseaux, comment dirais-je, de base, comme on peut utiliser la maille élémentaire A1 et A2. Les deux sont corrects. Donc ça dépend de chaque. Si vous voulez étudier les symétries, il vaut mieux rester dans les réseaux de Bravais, donc A' et A'2, les réseaux de Bravais, donc cubiques ou les rectangulaires centrés. Mais si on va utiliser d'autres propriétés, il faut utiliser la maille primitive. La maille primitive, la maille élémentaire, la maille de Weiner-Seitz. La maille de Weiner-Seitz. Et beaucoup plus les réseaux réciproques, sa fonction qui est très importante. Donc, comment je peux retrouver, par exemple, par une méthode géométrique,
dans une configuration, dans un réseau d'une certaine périodicité, la maille de Weiner-Seitz. Alors, elle doit, comme on a contenir qu'un seul nœud du réseau. Donc, il y a l'appartenance de chaque nœud, et donc, comment on doit faire? Nous un point, le réseau, et on va tracer les lignes vers tous les points voisins. Voisin proche ou deuxième proche. Et on va prendre la moitié, on va couper par des plans, la moitié de la distance entre le nœud central et tous les nœuds voisins. Premier voisin ou deuxième voisin, peut-être même troisième voisin. Le plus petit volume, c'est la maille de Weiner-Seitz. Et elle est on aura besoin lorsqu'on va travailler le réseau réciproque, puisque le réseau réciproque, la maille de Weiner-Seitz, c'est la zone de Brillouin. Donc la zone de Brillouin, elle est importante, c'est la maille de Weiner-Seitz dans le réseau réciproque. Donc dans le réseau direct, le réseau spatial X, Y, Z, la maille de Weiner-Seitz peut être retrouvée en divisant la distance entre chaque nœud voisin et un nœud central, et on va couper par un plan, dire un plan le nœud 1, nœud 2, 3, les plans, il va dégager une zone centrale. La zone centrale, il y a la maille de Weiner-Seitz dans le réseau direct, ou là, c'est la zone de Brillouin dans le réseau réciproque. Donc, alors, pour toute translation avec un nombre entier, ce mot n, m, p, par rapport au vecteur de base, le réseau reste invariant. Yani تحكم أي point, تحكم أي plan, تحكم أي configuration, أي motif. Si vous lui faites une translation انسحاب par un vecteur اللي هو عدد طبيعي multiplié par les vecteurs de base, le réseau reste identique. Donc, c'est la définition des vecteurs de base ou l'importance ou la spécificité des vecteurs de base. Une translation par des nombres entiers multipliés par les vecteurs de base rend le réseau, on dit qu'il est invariant, le rend identique. C'est-à-dire يعاود نطيحوا les nœuds كاع يعاودوا يطيحوا فوق بعضهم بعض. Donc, si un nœud se trouve à une position A, et se trouve translaté par le vecteur T, on va le retrouver un point extrêmement identique. Qui ما كان في la symétrie الأولى يبقى في la symétrie deuxième. ما يصرى والو بهذا الانسحاب. Et donc on dit que le réseau est invariant par translation. Hein? Je prends par exemple 3 points هكذا. لو كان ندير لهم انسحاب وهذا لو بوين يصيب روحه في السونتر نتاع التريانgle, نقولوا هذا c'est pas une translation invariante. Par contre, si j'ai par exemple 4 points et je fais انسحاب ونعاود نطيح exactement في les points كيف puisque يتعاودوا, là, je suis invariant par rapport au réseau par translation, et la translation, elle est en fonction des vecteurs de base. Un point très important, c'est les plans réticulaires. Alors, les plans réticulaires, un plan réticulaire de l'espace est un plan qui passe par des nœuds du réseau. Alors, نحكموا un plan مستوي ونحطوه داخل le réseau, il va forcément passer par des nœuds. Donc, un plan réticulaire ou un plan géométrique, donc fictif, on va l'imaginer mathématiquement, et qui est défini par une rangée entre les nœuds. Quand on couche des atomes, on connaît des nœuds parce que un nœud peut contenir une molécule qui a plusieurs atomes ou là une configuration d'atomes. Donc, avec la configuration, on va la simplifier par un point, c'est le nœud. Le plan qui joue à un ensemble de nœuds, c'est un plan réticulaire.
Alors, c'est l'existence de ces plans, donc c'est ces plans-là qui font office de... C'est comme si c'est eux qui vont réfléchir les rayons X. Et en fait, c'est leur périodicité qui fait qu'il y a diffraction. Donc, s'il y a diffraction, c'est parce qu'il y a périodicité dans l'arrangement des plans réticulaires. Ou qu'on a un plan réticulaire, c'est quoi? C'est testifan تاع les atomes. هو testifan تاع les atomes suivant مستوي معين. Et donc, il est très important d'identifier ces plans et de lui donner des numéros pour qu'on puisse identifier chaque plan. Et à partir de ces plans, retrouver par géométrie les paramètres de maille qui découlent des calculs de la diffraction des rayons X. Alors, et donc, comme je disais, s'il y a des plans, c'est-à-dire c'est un plan qui regroupe un ensemble d'atomes qui passent, donc un ensemble d'atomes, donc il y a périodicité dans le réseau, et donc cette réflexion va être provoquée par la périodicité des plans, et on va pouvoir calculer, dans le cas de la diffraction optique, on va calculer la distance entre deux fentes. Là, il y a la diffraction des rayons X, on va calculer la distance entre deux plans. Et la distance entre deux plans réticulaires donne par géométrie les distances, les paramètres de maille. Donc, ceci va nous permettre, comme je disais, d'identifier les paramètres de réseau, la longueur, les hauteurs, les angles et les vecteurs de base. Alors, comment on peut définir un plan? Donc, par géométrie, un plan a une équation. L'équation, on va la noter H fois X plus K fois Y plus L fois Z est égal à R. Ça, c'est l'équation d'un plan dans l'espace. Là, je l'ai représenté le plan, donc un plan qui passe par les points. Vous excusez, c'est pas très bien aligné, mais c'est juste pour comprendre le principe. Et donc, les coefficients les x, h fois x, k fois y et l fois z sont appelés les indices de Miller. Donc, les indices des plans. Donc, plus tard, vous allez entendre le plan 1, 1, 0, 0, 1, 1, vous savez que c'est les coefficients qu'il faut multiplier par x, y pour retrouver l'équation du plan par rapport à la géométrie du réseau. Et R, c'est un peu le rang du plan. Alors R, en fait, c'est parce que le plan, il y a des plans qui sont parallèles. L'ordre du plan, le deuxième ou troisième. Mais l'essentiel, c'est le réseau de plans, c'est eux qui vont diffracter, et donc c'est les HKL qui vont définir le plan, ou là, l'ensemble des plans qui sont parallèles les uns aux autres. Tous les plans sont parallèles, mais le R, puisque nous avons la distance entre un plan et un plan, donc les plans vont se reproduire les uns par rapport aux autres. Nous donnons un exemple. Je ne sais pas comment retrouver les indices de Miller ou les HKL تاع un plan. هذا عندنا un plan عندنا هنا un plan qui coupe les axes par rapport au vecteur de base qui maintenant dans ce cas il coupe l'axe des x 3a, l'axe des y 2b et l'axe des z 2c. Alors, pour retrouver les indices Miller, donc d'abord, on va voir les coordonnées par rapport au vecteur de base, l'intersection du plan à les axes. Donc, dans le cas, le plan, j'ai représenté une partie nous, c'est un plan infini. Il coupe 3A, donc il coupe 2C, ou il coupe 2B. Comment on va faire? On va prendre 1 sur les coordonnées, les intersections, le plan avec les axes. Dans ce cas-là, on a 1 sur 3, 1 sur 2,
et 1 sur 2. Regardez. 1 sur 3. 1 sur 2 Y. Et 1 sur 2 C. Donc, 1 sur 3, 1 sur 2, 1 sur 2. Et donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois réduire au même dénominateur. Donc, dénominateur commun, c'est 6. J'aurai 2 sur 6, 3 sur 6 et 3 sur 6, puisque هنايا نوحد المقامات. Et enfin, نحي المقام et je retrouve les indices similaires, c'est 2, 3, 3. Et donc, les indices similaires sont symbolisés par deux parenthèses et vous avez 2, 3, 3. هنا راكم جدد حنا من بعد généralement ينحوا la virgule et on va dire on est devant le plan 2, 3, 3. Deuxième exemple, le plan, je représente d'autres valeurs. Est-ce que je me rends compte que cette fois-ci, le plan coupe les axes X 3 fois le vecteur de base, axe Y 2 fois le vecteur de base, mais l'axe Z 4 fois le vecteur de base. Comment on retrouve 1 sur 3 parce que il coupe l'axe des X 3 fois 1. 1 sur 2 parce qu'il coupe l'axe Y 1 sur 2. Et 1 sur 4 l'axe des Z. Donc je réduis au même dénominateur. Ici le dénominateur commun c'est 12. Et j'obtiens, si je réduis au même dénominateur, 4 sur 12, 6 sur 12 et 3 sur 12. Et donc, je retrouve 4, 6, 6. Donc, les indices de Miller, le plan, c'est 4, 6, 6. Un autre exemple, je prends la maille cubique par exemple, et le plan qui est assuré ici, je cherche les points d'intersection, je vais les indices. Regardez bien, il coupe l'axe des X en une fois A, donc 1. Mais il coupe, est-ce qu'il coupe l'axe des Y et l'axe des Z? Non, il est parallèle aux axes des Y. Donc comment faire? Donc on va écrire qu'il va couper à l'infini, puisque deux droites parallèles se rencontrent à l'infini. Et donc, on va appliquer la même règle. Les HKMS, c'est 1 sur 1, virgule, 1 sur infini, 1 sur infini. Et du coup, les indices de ce plan vont être 1, 0, 0. 1, 0, 0. Autre exemple, on va prendre cette fois-ci le plan diagonal dans une maille, par exemple cubique ou orthorhombique ou autre. Il coupe l'axe des X, point 1, on a déjà vu. Il coupe l'axe des Y, point 1. Mais il est parallèle à l'axe des Z. Donc, il va couper l'axe des Z à l'infini. Et du coup, on va appliquer la même règle. 1 sur 1, 1 sur 1, 1 sur infini. Ça me donne le plan 1, 1, 0. C'est le plan 1, 1, 0. Exemple E. Alors, ici, une autre variante. Le plan est incliné vers le bas. Et si je cherche les points d'intersection, on a 1, 1, mais en Z, c'est moins 2. Alors, pardon, il y a une erreur ici. C'est 1 sur 1, maintenant en Y, ça doit être 1. Malish, c'est une erreur d'inattention. Et il coupe l'axe des Z, mais non pas l'axe des Y, au point moins 2. Et donc, on peut utiliser les chiffres négatifs. Et c'est justement le but de cet exemple, c'est vous dire qu'il peut y avoir des indices négatifs, mais on ne va pas mettre le moins, on va mettre barre sur le chiffre. Barre sur le chiffre. Et on va appliquer la même règle. Et ici, ça va être donc 2 moins 1 et 2. Et ça va être, bon, il faut inverser Y avec Z. Donc normalement, 2, 2, 1 barre. 2, 2, 1 bar. Ici, il y a une erreur entre le Z et le Y. Donc, 2, 1, 1 bar. Donc, le bar signifie le chiffre moins. Donc, je répète
il faut inverser le Y avec le Z. C'est juste une erreur d'inattention entre les valeurs. Un autre exemple, si le plan coupe la maille, mais au milieu de l'arête. Alors, dans ce cas-là, on applique la même règle. Donc, 1 sur 1, 1 sur 1 demi, 1 sur 1 demi. Donc, j'arrange les équations et j'aurai le plan 1, 2, 2, puisque je dois inverser le 1 demi et j'aurai 1, 2, 2. Exemple G, comment on fait dans ce cas-là? Alors, il coupe l'axe des Z, l'axe des X à l'origine. Il est parallèle à l'axe des Y et il coupe l'axe des Z aussi à l'origine. Et donc là, c'est un problème. On ne peut pas appliquer comme c'est dit la définition pour retrouver les plans H-kamel. Comment retrouver l'indice de ce plan dans ce cas-là? Alors pour cela, il faut faire une translation puisque on ne cherche pas un plan bien défini, mais on cherche le réseau de plans. C'est-à-dire tous les plans ont le même indice puisqu'ils sont parallèles. Donc on a un plan. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher le plan qui est à côté de lui. Et comme on a dit, si on fait une translation d'un nombre entier, les vecteurs de base, on est invariant dans le réseau. Donc, ici, on va faire une translation de moins b, 0 mal a, 0 mal z, mais de moins b. On est invariant. Donc, et là, on va retrouver un plan qui lui est parallèle et qui n'a pas ce problème-là où il coupe l'axe des X, l'origine, on ne peut pas dire 1 sur 0, trouver l'infini. Alors dans ce cas-là, si je fais la translation, je peux trouver les indices de Miller puisque les indices de Miller représentent le réseau des plans et non pas un seul plan. Alors, dans ce cas-là, comme vous voyez, alors, il coupe l'axe des X cette fois-ci le point 1. Les axes Y à l'infini, donc c'est 1 sur infini, et il coupe l'axe des Z, le point moins 1, et donc j'aurai 1 sur 1, 1 sur infini, moins 1 sur 1, j'aurai 1, 0 et moins 1, et comme on a dit que le négatif est le bar, j'aurai 1, 0, 1 bar. Voilà l'un des indices de Miller. Le plan Hada, donc qui est aussi l'indice de Miller, le plan Hada, puisque c'est parallèle. On cherche l'indice de l'ensemble de les plans. Donc, c'est des plans qui sont parallèles, le réseau de les plans. Sixième point qu'on va aborder, c'est les directions cristallines. Aussi, on aura besoin de les plans, la direction. Si on a la direction flania ou là, le cristal est taillé suivant une direction flania. Donc, tu vas dire la direction. Comment je peux définir une direction? C'est simple, on va la définir de la même façon qu'il m'a donné pour les plans. Seulement, il y a une certaine spécificité. C'est qu'une direction cristalline dans l'espace, c'est les coordonnées du vecteur qui passent le point d'origine, un nœud, point d'origine, à un nœud quelconque. Donc, le vecteur, le point d'origine, un nœud du réseau. Nous avons les coordonnées le nœud, le réseau qui est dans la direction. Les coordonnées sont les indices de la direction. Donc, c'est très simple. Donc, pour retrouver le vecteur, donc la direction, un vecteur, je le rallonge jusqu'à un nœud. Qui يوصل هذاك le nœud هذاك عنده اسقاط تاعو على حسب les vecteurs de base A, B, C. Les coordonnées تاع الاسقاط هذا هما les indices تاع la direction. À la différence مع le plan قلنا نرمزوا لهم بين اقواس, mais dans le cas تاع une direction on lui fait des crochets. Donc par exemple, il a le nœud هذا عنده comme coordonnées par rapport au nœud اللي خيرته انا comme étant origine هو 1 3 2. نقولوا باللي la direction هذه
c'est 1, 3, 2. Et tous les vecteurs qui sont parallèles ou moujhin kima huwa, avec ce vecteur-là, avec la même direction. Nous avons des exemples. Alors ici, je prends un exemple en 2D. L'espace, ça peut être compliqué à imaginer, mais en 2D, la même chose en 3D. Zidou un axe, l'axe Z. Nous avons l'orientation de X, l'orientation de Y. Et si je prends le nœud ou origine, le vecteur maintenant le vecteur, si je veux chercher la direction, ندير الاسقاط تحت le nœud. واش عندنا 2 مع les x ou 1 مع y puisque le a هاوليك ou le b هاوليك et le z c'est 0 puisque عندنا plan et donc tous les la direction 2 1 0. ندو notre exemple ندو هذا le vecteur هذا la direction هذا الاتجاه هذا la direction. Donc si je prends هذا comme origine هذا le nœud donc نحسب في x عندي 1 في الY عندي 2 في Z عندي 0 puisque ما عنديش l'axe Z. Donc 1 2 0 entre crochets. Troisième exemple aussi هذه المرة il est négatif puisque عندي في الX égale à 1 في الY moins 1 et donc je vais faire 1 1 bar 0. D'accord. Alors un exemple باش نشوفوا اسكو فهمنا. عندي هذه la direction inconnue. خرجوا لي لي انديس تاع هاد لا ديريكسيون تاع هاد الفيكتور. واش قلنا نحكم هاد الفيكتور سان فيكتور كيلكونك نطولو 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 حتى يطيح مع ان نو. hop il coïncide avec ce nœud. Donc la direction هذه اللي هي parallèle هاد لا ديريكسيون peu importe la longueur حنا نحوسو سي ديريكسيون اتجاه ماشي طول شعاع. Et donc, je prends le nœud li وصل ليه, ندير له الاسقاط على x, je trouve عندي 1 2 3 fois a. Donc 3. في الy عندي هذا b, عندي 2 fois b. خي قلنا بلي AB هو le vecteur entre les deux premiers nœuds. في الكوتي un côté, في الكوتي opposé كيف les deux premiers nœuds, في الكوتي troisième opposé اللي هو z, c'est le vecteur entre les deux premiers nœuds. Donc, on dit 3 suivant x, 2 suivant y et 0 suivant z. Alors, une remarque importante qu'il faut souligner, dans le réseau cubique, il y a une forte symétrie, qui est une الخصوصية. هي أنه un vecteur de la direction 1, 1, 0 est toujours perpendiculaire au plan qui a les mêmes indices, qui est 1, 1, 0. Le vecteur qui a un indice donné, il est دائما عمودي على le plan avec les mêmes indices. Cette remarque n'est valable que dans le cas de la symétrie cubique. Les réseaux l'essentiel, le système cubique, les trois réseaux qui sont cubique simple, cubique centré et cubique face centré, يقبل هذا الخصوصية أن un vecteur qui a une direction, je ne sais pas, il y a HKL, يجي دائما عمودي على le plan HKL. Cette remarque n'est pas valable dans le cas les réseaux, les autres réseaux qui n'ont pas la symétrie. Nous avons l'exemple, par exemple, l'orthorhombique. Tu vois le plan 1, 1, 0, donc 1 suivant x, 1 suivant y, l'infini suivant z, 1, 1, 0. Mais il met 90 درجة مع la direction 1, 1, 0. La direction 1, 1, 0. Mais il y a le trait bleu, qui est l'escate du plan 1, 1, 0 على le plan. Ou la direction 1, 1, 0, mais il met 90 درجة. Et donc, هذه برك خاصية نتاع les réseaux تاع le système cubique, les trois réseaux تاع système cubique. Alors sur ce se termine notre deuxième cours. J'espère qu'il a été clair, j'espère que ça va contribuer à améliorer votre compréhension de la physique des solides. Et on va se voir bientôt dans le prochain cours, Inch'Allah.